Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News. C'est votre morning en direct depuis Tel Aviv. À mes côtés ce matin, Yitzhak Levanon, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et Cyril Amar, merci d'être avec nous. Alors que peut-on lire en Israël et au Moyen-Orient ce matin? C'est Cyril Amar qui nous dit dans sa revue de presse. Et les journaux de la région, Cyril, qui reviennent sur le discours de Mahmoud Abbas hier lors de l'ouverture du sommet de la Ligue arabe à Koweït. Oui, un seul et même discours, Nathalie, mais vous allez voir quelle différence dans la sélection des exergues de ce discours qui diverge ce matin selon que vous ayez choisi de lire vos journaux à Ramallah ou bien à Jérusalem. Alors, Israël n'a pas manqué une seule occasion de saper les efforts de médiation américains. C'est le titre, vous le voyez, choisi par nos confrères du journal palestinien Al-Quds. Et le dernier écueil posé par les Israéliens selon le journal, eh bien, c'est cette exigence absurde selon le quotidien pro-gouvernemental de la reconnaissance d'Israël en tant qu'État juif. Et puis ce qui a retenu l'attention des quotidiens israéliens, en revanche, c'est évidemment que le président palestinien a persisté justement dans son refus de reconnaître Israël en tant qu'État juif, comme cet article du Haaretz qui rappelle que pour le Raïs palestinien, la question n'est même pas un sujet de discussion. Et puis, ironique, l'éditorialiste du Israël Hayom, Boaz Bismuth, en est convaincu. Mahmoud Abbas est sincère, il veut bel et bien la paix. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne veut pas faire la paix avec Israël, mais avec le Hamas. Suite au discours très agressif d'Abbas, écrit Boaz Bismuth, on ne peut déduire qu'une seule chose. Le président de l'autorité palestinienne semble bien plus intéressé par faire la paix avec ses frères du Hamas plutôt qu'avec l'État hébreu. Et puis pour l'inlassable John Kerry, en déplacement à Rome, tous les chemins mènent aujourd'hui à Amman, dans un ultime effort pour sauver les pourparlers, nous dit le Israël Hayom. Le secrétaire d'État américain s'envolera dès ce matin à destination de la Jordanie pour y rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Et puis Nathalie, il y a cette analyse du Maariv qui a retenu mon attention ce matin. Vous allez voir, selon le journal de centre-droite, ce n'est ni la poursuite de la construction dans les territoires, ni les atermoiements israéliens sur la libération des prisonniers qui pourraient conduire à la fin des pourparlers. Non, c'est tout simplement des luttes de pouvoir au sein de la direction du Fatah. Selon un haut responsable israélien cité par le journal, Abbas, qui ne serait plus en odeur de sainteté ni en Égypte, ni en Arabie Saoudite, ni dans d'autres États du Golfe, eh bien, redouterait tout simplement le retour d'un certain Mohamed Dahlan. C'était l'ancien monsieur sécurité de la bande de Gaza qui briguerait la succession de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. Voilà donc qui expliquerait l'intransigeance du Raïs palestinien dans les pourparlers, car toute concession sur le dossier israélo-palestinien pourrait desservir sa popularité au sein du Fatah. Et on parle aussi ce matin, Cyril, de pourparlers qui, eux, cette fois, ont abouti. On va en reparler avec vous, Yitzhak Levanon. La presse égyptienne et israélienne qui mentionne aujourd'hui les 35 ans des accords de Camp David. Et oui, c'était le 26 mars 1979, donc 35 ans jour pour jour, lors de la signature des accords de Camp David sur la pelouse de la Maison-Blanche. Anwar el-Sadat et Menachem Begin affichent de larges sourires. Oui, mais voilà, les 67 documents secrets qui viennent d'être déclassifiés par les archives nationales israéliennes et dont se fait le relais ce matin le Yediot Ahronot, eh bien, font apparaître de graves moments de crise, de graves moments de doute qui auraient même pu faire saboter et échouer les négociations de paix entre les deux pays. On apprend ainsi dans les colonnes du Yediot que le 8 septembre, soit 6 mois avant la signature, Menachem Begin ne cachait pas sa farouche opposition au démantèlement des localités du Sinaï. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de démanteler Yamit, a-t-il dit. Aucun parti politique en Israël n'accepterait de le faire. Et puis, autre document déclassifié, ce protocole d'un conseil des ministres la même année, pendant lequel le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Moshe Dayan, critiquait vertement le président américain Jimmy Carter. Je crois que Jimmy Carter ne nous porte pas en sympathie, a-t-il dit. On n'est pas loin de la vérité si l'on dit même qu'il ne compte pas parmi les amis d'Israël. Le tournant intervient le 17 septembre 1978 lorsqu'un certain Ariel Sharon, alors ministre de l'Agriculture, téléphone à Menachem Begin. Les implantations juives dans le Sinaï, lui dit-il, ne sont pas un problème et leur évacuation ne doit pas être un obstacle pour la paix. Et puis on retrouve sur ces photos d'archives publiées par le Haaretz ce matin l'équipe des négociateurs israéliens à Camp David. Vous le voyez aux côtés de Begin et de Moshe Dayan. On retrouve Ezer Weizmann, l'ancien président de l'État d'Israël, mais également le juge de la Cour suprême, Aaron Barak. Alors la presse égyptienne, elle, qui a sans doute fort à faire avec le procès des frères musulmans, est moins
moins bavarde ce matin sur cette date anniversaire, à l'exception peut-être de ce bilan dressé par Abdelraouf Raïdi dans les colonnes du Al-Haram. Selon l'éditorialiste du plus vieux journal du Caire, le traité de paix entre Israël et l'Égypte a mis fin à 25 ans de guerre israélo-arabe depuis 1948 jusqu'à la guerre d'octobre 73. Un accord qui a valu à l'Égypte de récupérer l'intégrité de son territoire, mais qui lui a valu également d'être coupé du monde arabe pendant plus d'une décennie. Et surtout, vous vous en souvenez, qui a coûté la vie au président Anwar El-Sadat. Allez, retour Cyril à présent en Israël. Alors on vous sait amateur de musique, on sait même que vous avez poussé la chansonnette. Vous nous apportez une bonne nouvelle ce matin pour les amateurs de rock en Israël. Eh bien oui, c'est officiel Nathalie, les Rolling Stones seront donc en Israël. Ils donneront un concert unique à Tel Aviv le 4 juin prochain au Parc Ayarkon. Et le Yediot parie même sur les 5 chansons incontournables que les Stones devraient interpréter. Angie, mais évidemment Sympathy for the Devil. Les pierres qui roulent amassent les foules, nous dit le Yediot ce matin. Les Israéliens devaient donc se ruer pour acheter leurs billets, mais à 140 € la place, Nathalie. Les Stones, c'est pas de la pierre, c'est de la pierre précieuse. Oh, c'est joli. Voilà. Merci Cyril pour ces beaux mots ce matin. Restez avec nous. Alors voilà, matinée placée sous le signe des accords de Camp David. Le 26 mars 1979, Israël et l'Égypte signent leur premier traité de paix, une première pour un pays arabe. Dan Patir y était. L'homme a aujourd'hui 77 ans. Il conseillait alors le Premier ministre israélien Menachem Begin. Et 30 ans après, il se souvient. Reportage. Anwar al-Sadat, Jimmy Carter, Menahem Begin, main dans la main. Pour le grand public, les accords de paix israélo-égyptiens, c'est ce cliché. Dan Patir a conservé la photo, mais ses meilleurs souvenirs, il les a gravés dans sa tête. En 1979, il a accompagné Menahem Begin à Camp David. Ce qui était spécial, c'était cette atmosphère unique, très détendue, pas du tout formelle. Le président américain était en jean, il faisait du vélo. Le Premier ministre israélien n'avait ni veste ni cravate. Tout le monde était dans une espèce d'atmosphère de franchise. Rien ne prédestinait Dan Patir à participer à ce sommet historique. Né en 1931 dans ce qui s'appelait encore la Palestine, il commence une carrière de journaliste sportif avant de franchir les échelons au sein des rédactions. En 1977, il est appelé pour devenir conseiller en communication de Menahem Begin. C'est à ce titre qu'il accompagne le Premier ministre israélien à Camp David et qu'il assiste à la signature du traité de paix. J'avais un sentiment de satisfaction serait trop faible, je crois. Un sentiment d'élévation. C'est compliqué à traduire par des mots. C'était quelque chose de divin et nous l'avons fait. Par ce traité, Israël était pour la première fois reconnu par l'un des plus importants pays arabes. Après 4 conflits entre 1948 et 1973, l'Égypte et l'État hébreu signaient les bases d'une relation nouvelle. Aujourd'hui encore, c'est ce traité qui préside aux relations entre les deux pays. Je suis très heureux aujourd'hui. Heureux que le traité ait survécu après 30 ans. Il a survécu à ses signataires et il va survivre à tous ceux qui étaient présents, y compris moi. C'est une bonne chose car il n'y avait pas d'autre option. Une meilleure solution n'existe pas. Voilà, 35 ans donc de traité. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Yitzhak Levanon, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Merci d'être avec nous. Alors, s'il y a un mot qui qualifie cet accord de paix, c'est bien le secret autour des négociations qui ont elles-mêmes été tenues secrètes pendant 13 jours, notamment le secret également avec Sadat qui entreprend la démarche d'aller vers les Israéliens. Est-ce que c'est ça la clé de la réussite de pourparlers ? En quelque sorte, oui. Mais disons, s'il n'y avait pas une prédisposition des deux parties, israéliennes et égyptiennes, ça serait beaucoup plus difficile. Et je crois que Sadat, ce qu'il avait en tête à l'époque, au début des négociations, il voulait le retour du Sinaï. Et il était prêt à arriver à un accord avec Israël, pas nécessairement un traité de paix. Et donc, il y avait une certaine prédisposition, ce qui a permis, par exemple, à Moshe Dayan de rencontrer Tohami, qui était le conseiller de M. Sadat, pour cristalliser les choses. Et c'est de cette façon-là que les Israéliens ont compris que Sadat était sur la bonne voie dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Camp David. Camp David, il faut le mentionner, ce n'est pas le traité de paix avec l'Égypte.
Il y a beaucoup de monde qui font cette erreur et je crois que les Égyptiens le font exprès parce que dans Camp David, il y a deux volets. Il y a le volet de paix entre nous et les Égyptiens, mais il y a aussi le volet palestinien. Ils ne parlent pas du traité de paix avec Israël de façon séparée, sinon c'est inclus à Camp David. Qu'est-ce qui motive, on va s'attarder sur Sadat un moment, qu'est-ce qui motive cet homme envers et contre tout et tous à rencontrer les Israéliens? Ce n'est pas la question de rencontrer les Israéliens. Je crois que Sadat a hérité de Nasser une situation qui était presque intenable. L'économie était en décadence complète, le Sinaï était occupé, et la question interne était très difficile en Égypte. Et il y avait l'orgueil aussi des Égyptiens et du monde arabe qui a été complètement touché après la guerre des 6 jours. Donc tous ces facteurs ensemble ont amené Sadat à dire, bon voilà, moi je ne peux pas vaincre Israël par des moyens militaires, je dois trouver une autre solution. La solution est la solution diplomatique. Ce qui est la plus, disons, attractif à ce moment-là, parce qu'à l'époque, Jimmy Carter, vous vous souvenez, on parle de cela il y a 35 ans, et Jimmy Carter pensait sur la question des droits de l'homme, de paix universelle. C'était la vogue à l'époque. Donc là, Sadat a dit que, bon voilà, je vais utiliser ceci pour arriver chez les Israéliens et reprendre de nouveau tout le Sinaï. Et à ce moment-là, la rue égyptienne, elle en pense quoi? À ce moment, la rue égyptienne était tous d'accord avec lui pour le retour du Sinaï. Ce n'est que plus tard, lorsque les choses se sont un peu avancées et qu'on parlait d'une paix généralisée entre Israël et l'Égypte, que certains éléments, beaucoup d'éléments, à l'intérieur de l'Égypte et du monde arabe, étaient contre cette initiative du président Sadat. Mais pour arriver à son but, libérer le Sinaï et remettre le drapeau égyptien sur le Sinaï, Sadat était prêt à arriver à cela, le traité de paix. Du côté israélien, il y avait certaines difficultés, comme vous l'avez bien dit maintenant, que Begin avait dit carrément, comment on va démanteler Yamit, c'est impossible. C'était aussi à l'époque la mentalité en Israël. C'était Israël la forte qui a conquis le Sinaï. C'était une atmosphère complètement différente. Et ce n'est que lorsque Carter est intervenu et que l'élément que Cyril vient de donner, que Sharon a donné le feu vert à Begin, que comme quoi Sharon, le grand opposant, qui dit, bon voilà, démanteler, ce n'est pas un problème. Les choses ont commencé à prendre un certain tournant et c'est comme ça qu'avec la pression de Carter, on est arrivé à cet accord qu'au début, personne n'en pensait. Alors justement, à l'époque, on a le sentiment que c'est la droite qui semblait plus encline à signer un accord que les travaillistes. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Regardez, je parle de l'histoire. Je ne prends pas, disons, je suis du côté ni de l'un ni de l'autre. Je parle de l'histoire. Du temps des travaillistes, par exemple, on a carrément pensé que c'était possible de retourner, de restituer, disons, le Sinaï pour les Égyptiens, mais il faut garder une ligne de Elad jusqu'à Sharm el-Sheikh, au Ras Mohammed. C'était à l'époque ce que Golda Meir, tout le monde disait, sans cela c'est impossible, on ne peut pas défendre Israël, etc. Lorsque Begin est arrivé, Begin, il faut l'avouer, il a essayé pendant une vingtaine d'années d'arriver au pouvoir, il a toujours échoué. C'est seulement en 1977 qu'il a réussi à le faire, et en gros, enfin, il a été élu comme Premier ministre d'Israël. Il voulait faire quelque chose pour l'État que pour lui c'était une chose, comme disait Dan Patir, une chose divine. Donc il y avait ici, en disant, un sentiment qu'il fallait faire quelque chose de grand pour Israël. Et le grand pour Israël, c'est de trouver la paix avec la plus grande puissance arabe du Moyen-Orient, qui était l'Égypte. Justement, l'Égypte, aujourd'hui, elle se tourne de plus en plus vers Moscou. Est-ce qu'en Israël, on croit ou on doit craindre cette redirection? Non, je crois que c'est aller trop loin de dire qu'elle se tourne vers Moscou. Non. Il y a une certaine, disons, malentendu entre les Américains et les Égyptiens. Je crois que cela est dû à une politique américaine qui, à mon avis, elle n'est pas mûre. Disons qu'ils font des choses que, à mon avis, vu la situation sur place, il faut éviter. Mais ceci ne veut pas dire que l'Égypte s'est tournée ou a tourné le dos aux Américains pour se tourner vers la Russie. Et ce n'est pas le cas du tout. Et ce qui nous intéresse à nous, c'est les conditions du traité de paix entre Israël et l'Égypte. C'est vrai qu'il a réussi à survivre beaucoup de choses. Mais si l'on regarde de près, du côté israélien, il y avait une grande expectative.
Franchement, elle était sincère, elle était vraie. Bon, après plusieurs guerres, les Israéliens se disent, bon voilà, il y a une paix avec les Égyptiens et on voulait franchement qu'on fasse beaucoup de choses avec les Égyptiens. D'ailleurs, le traité de paix le mentionne, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine commercial et tout. Yitzhak Levanon, en un mot pour conclure, la pérennité de cet accord, vous y croyez ? Regardez, et de façon métaphorique, lorsqu'on me demande, je dis qu'est-ce qu'il reste du traité de paix? C'est comme un beau tableau qu'on a, et les Égyptiens ont retiré la photo, l'image ou la photo. Il y a le cadre qui existe, et je crois que le cadre va continuer à exister pendant un certain temps. Merci beaucoup Yitzhak Levanon d'avoir été avec nous ce matin. Restez dans le morning. Il s'agit de l'un des tueurs les plus dangereux de la planète. Une épidémie de virus Ebola a déjà tué près de 70 personnes et les autorités guinéennes peinent à faire face à l'épidémie. Un cas vient d'être détecté au Canada. On fait le point dans un instant. Retour sur le plateau du Morning. On retrouve tout de suite Boaz Bismuth pour votre édito. Bonjour, bonjour Boaz. Avec nous également Betsabé Salem sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Betsabé. Alors Boaz, de nombreux sujets de discorde au sein de la Ligue arabe, mais un point d'entente, Abbas et la Ligue arabe qui refusent de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Comme d'habitude, heureusement qu'Israël existe. Alors c'est vrai que la Ligue arabe se réunit à nouveau et c'est vrai que tous les problèmes au monde arabe aujourd'hui se cristallisent juste dans une seule chose, c'est la volonté d'Israël d'être reconnu comme un État juif. Mais ce qui était important hier à Koweït lors de ce sommet de la Ligue arabe était surtout le discours de Abou Mazen, Mahmoud Abbas, le dirigeant de l'autorité palestinienne. Alors très franchement, il n'y avait rien de nouveau lorsque, encore une fois, il refuse cette idée, bien sûr, d'un État juif. Il le dit à chaque occasion, mais cette fois-ci, il le dit non seulement lui, mais aussi il le dit avec les dirigeants de la Ligue arabe. Donc si vous voulez un petit peu, c'était que vous avez dit, le seul consensus que l'on trouvait là-bas, ce refus de reconnaître Israël. Alors c'est vrai qu'hier, on avait un petit peu, comment dire, un petit peu du vent, un petit peu un climat d'un temps ancien, et j'explique. D'un côté, c'est vrai, alors du Koweït, on entendait des déclarations assez virulentes à l'égard d'Israël, non seulement de la part des Palestiniens, une grande attaque sur Israël, mais aussi de la part des dirigeants arabes et du secrétaire de la Ligue arabe. Mais en parallèle, d'Ankara, on entend tout à coup des voix nouvelles comme quoi très bientôt on va signer un accord, des compensations israéliennes à l'égard des victimes du bateau, du navire Barbara, voilà, avec les humanitaires entre guillemets bien sûr de l'époque. Et puis après bien sûr la Turquie et Israël, normalisation de la relation, regain, c'est-à-dire le renouveau aussi des relations diplomatiques. Alors est-ce que c'est de l'info ou de l'intox de la part des Turcs avant les élections municipales du 30? Fort possible. Erdogan aujourd'hui n'est pas le même Erdogan qu'on avait connu en 2009. Mais j'aimerais revenir à Abou Mazen parce que c'est ce qui est important aujourd'hui. Vous savez que dans les jours qui viennent, Israël doit, la 4e phase de la libération des terroristes palestiniens doit avoir lieu, ou des prisonniers si les Palestiniens préfèrent. On sait très bien qu'Israël, dans le sein même de la Knesset, l'opposition est assez forte. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement, juste avant cela? J'ai une crainte, en écoutant Abou Mazen hier, que très franchement, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est beaucoup plus la paix interpalestinienne et entre Palestiniens et la Ligue arabe, plus que la paix avec les Israéliens, même si Obama, bien sûr, fait une grosse pression. Merci beaucoup, Boaz, pour cet édito. On va tout de suite parler de la mer Morte. Peut-elle encore être sauvée? Focus sur un patrimoine naturel chargé d'histoire, vecteur de dialogue et peut-être même de paix. Il s'agit d'une croisière bien particulière. 5 fois par an, une équipe de scientifiques de l'université de Haïfa en Israël embarque avec leurs instruments sur le seul bateau qui navigue sur la mer Morte. Tal est étudiant en océanologie, mais aussi grutier quand il le faut. Pourquoi vous ne vous servez pas de l'embarcadère là-haut? J'ai participé à 1 ou 2 croisières où on l'utilisait encore. Après, la mer a trop reculé, il a perdu toute son utilité. Nous sommes au Proche-Orient, à l'endroit le plus bas du globe, dans une cuvette située entre le désert de Judée et les montagnes du Moab qui culminent à 1300 mètres. En 50 ans, la mer Morte a perdu 1/3 de sa surface et son niveau continue de baisser au rythme d'1 mètre par an. En cause, l'extraction de l'or blanc, la carnalite, mais aussi l'agriculture et l'accroissement de la population dans toute la région.
Les scientifiques, dans des conditions extrêmes, tentent de mieux comprendre le phénomène. Nous devons stopper le cri de la mer morte et maintenir ces ressources pour les générations à venir. Si rien n'est fait, d'ici 50 ans, la mer morte ne sera plus qu'un désert aride. Gundi est coordinatrice à l'ONG Les Amis de la Terre au Proche-Orient. Cette organisation travaille depuis 20 ans sur des projets de gestion de l'eau entre Palestiniens, Israéliens et Jordaniens. Voici la mer morte, mais si on regarde autour de nous, nous avons le désert, à perte de vue. Nous ne devons pas oublier qu'une grande partie du Proche-Orient est désertique et les ressources en eau sont rares. Pour alimenter la mer morte, la Banque mondiale a donné son feu vert à la création d'un canal depuis la mer Rouge. Les écologistes dénoncent un projet pharaonique, inutile et coûteux. Nous pensons que ce n'est pas la solution. C'est un projet très dangereux qui va probablement changer la composition de la mer morte. C'est aussi très coûteux et personne ne sait où trouver tout cet argent. La mer morte appartient aux Palestiniens, Jordaniens et Israéliens qui vivent ici. La solution ne peut se trouver que dans le dialogue. Il faut intervenir d'urgence. L'eau ne peut pas attendre un traité de paix. Voilà, la paix, Boaz, via des projets écologiques comme ce qu'on vient de voir, vous y croyez ? Justement, on regarde ce reportage et on voit encore une fois à quel point cette paix est importante, cette coopération, parce que là, finalement, comme on vient d'écouter, c'est une ressource qui appartient à tous les peuples de cette région, et quel dommage. Donc là, justement, on voit encore une fois cette beauté que nous avons, nous, dans notre région. Maintenant, concernant ce fameux projet, dont bien sûr, on a entendu aujourd'hui que les écolos sont contre, mais nous connaissons aussi beaucoup qui pensent justement que c'est peut-être un des meilleurs moyens de sauver la mer morte. Et puis, d'où trouver cet argent ? Là, finalement, alors on sait très bien que non seulement la Banque mondiale, mais il y a d'autres organisations qui veulent justement, faire en sorte que les protagonistes de cette région se mettent autour de la table. Et un des cadeaux qu'on peut recevoir, c'est aussi promouvoir les richesses naturelles du Moyen-Orient. Et la mer morte compris, bien sûr. Et la mer morte, justement, c'est aussi un bon exemple d'un territoire voulu par tous, aussi bien jordaniens, palestiniens qu'israéliens, finalement. Bien sûr, justement. Alors, je pense que concernant la mer morte, c'est un magnifique exemple. Depuis 1994, depuis la paix que nous avons signée avec les Jordaniens, on voit cette magnifique coopération. Et par ailleurs, c'est assez intéressant de regarder, même aujourd'hui, ça fonctionne tellement bien aussi du côté jordanien, aussi sur le plan touristique, aussi pas seulement dans le plan de la conservation, qu'on voit justement coopération pour conserver, sauver la mer morte, mais en parallèle, grande concurrence sur le plan touristique, comment exploiter le tourisme de cette région. Donc c'est très très joli comment un aide l'autre et en même temps un se bagarre avec l'autre, mais amicalement comme il faut le faire, comme le font très bien les Européens pour les Alpes par exemple. Et voilà, en tout cas l'intégralité de ce reportage est à suivre sur notre antenne, le magazine de la rédaction. Reportage présenté par Stéphane Calvo, à suivre également sur notre site internet en VOD. Merci Boaz, vous restez avec nous sur ce plateau. Sur un sujet dangereux. Mercredi 26 mars, tout de suite un rapide rappel des titres. Changement de cap pour John Kerry, arrivé en Italie hier soir. Le secrétaire d'État américain s'envole ce matin pour la Jordanie. Il doit y rencontrer Mahmoud Abbas pour tenter d'éviter une rupture des négociations. Kerry qui aura également un entretien par téléphone ou vidéoconférence avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À Kiev, le Parlement ukrainien a dû s'y prendre à 2 reprises pour approuver la démission présentée par le ministre de la Défense, Igor Tenyuk. Il a nommé à sa place le général Mikhailo Koval, brièvement détenu en Crimée début mars par les forces pro-russes. Hier soir, les Russes ont pris le contrôle du dernier navire battant encore pavillon ukrainien dans la région, le dragueur de mine Tcherkassy. L'assaut n'a pas fait de blessés. Des nouvelles de l'avion de la Malaysia Airlines disparu. C'est une véritable course contre la montre qui a commencé pour les enquêteurs. L'urgence est à présent de retrouver les boîtes noires. Le temps presse puisque dans 15 jours, elles n'émettront plus aucun signal sonore. Un véritable compte à rebours qui a commencé, d'autant plus que l'ouragan tropical Gillian pourrait compliquer les recherches. Alors
Alors je vous le disais dans notre sommaire, il s'agit de l'un des tueurs les plus dangereux de la planète, une épidémie de virus Ebola qui a déjà tué près de 70 personnes, Betsabé, l'inquiétude qui grandit en Afrique de l'Ouest puisque c'est l'un des virus les plus contagieux et les plus mortels. Oui, tout à fait, parce qu'il provoque des fièvres hémorragiques. Alors la situation à ce jour, Nathalie, plus de 90 cas en tout en Afrique de l'Ouest, 80 cas déclarés en Guinée, dont au moins 66 décès. Mais attention, le virus Ebola n'a été confirmé par des analyses en laboratoire que seulement pour 13 des patients. Et il faut bien différencier les cas suspects des cas confirmés. D'autres maladies peuvent avoir les mêmes symptômes, bien sûr. D'ailleurs, les 3 cas de fièvre hémorragique qui ont fait 2 morts à Conakry, eh bien, ne sont finalement pas reliés au virus Ebola. Quant au cas suspect repéré au Canada, dont vous parliez, Boaz, tout à l'heure, eh bien, les autorités ont finalement démenti que ces cas soient liés au virus Ebola. Alors du coup, il y a les pays voisins qui craignent et qui ont peur d'être contaminés. Bien sûr. Alors au Libéria, 6 cas suspects, dont 5 mortels pouvant être des cas de fièvre Ebola, donc ont été repérés au Libéria, au Sierra Leone aussi. La Côte d'Ivoire est en alerte, bien qu'aucun cas ne soit encore suspecté sur place. Hier s'est tenue une réunion interministérielle spéciale sur le Ebola. Le gouvernement tente d'informer la population que, eh bien, ce virus se transmet, on le dit, d'homme à homme, et que 2, il est véhiculé aussi par les animaux, notamment les petits rongeurs dont raffolent les Ivoiriens, l'agouti et le porc-épic, que donc il ne faut pas les manipuler, surtout lorsqu'on les trouve morts. Que ce soit en Guinée ou dans les pays limitrophes, on est sur le pied de guerre, Nathalie. N'oubliez pas que dans ces pays, les infrastructures sanitaires sont relativement fragiles, précaires. Donc ce genre d'épidémie peut être dévastatrice, d'autant que le virus se propage très très vite dans le corps. Il détruit tout le système immunitaire. Résultat, eh bien, le taux de mortalité peut monter jusqu'à 90% et vous pouvez mourir entre 2 à 3 jours après l'avoir contracté. Particulièrement virulent. On voit Boaz dont le visage s'est refermé. Quels sont les symptômes, Betsabé? Alors les symptômes, c'est pas plus fantaisiste. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la fièvre hémorragique à virus Ebola se caractérise par une soudaine montée de température, donc une grosse fièvre, un état de faiblesse intense, des douleurs musculaires, des maux de tête et de gorge. Jusqu'à présent, ça a l'air d'être une simple grosse grippe. Puis vient une deuxième phase avec des vomissements, des diarrhées, des éruptions cutanées. Et là où c'est spécifique au Ebola, des hémorragies aussi bien internes qu'externes. Bien sûr, dans les cas les plus graves, il faut que les personnes soient mises en soins intensifs avec une perfusion, évidemment. Alors, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, mais comment ça se transmet très exactement, ce virus? Alors, ça se transmet plus exactement par le sang, l'urine et d'autres fluides biologiques. Il semblerait aussi que les rituels funéraires, donc au cours desquels les parents et les amis sont mis en contact direct avec le défunt, eh bien, jouent un rôle important dans cette transmission. Mais on sait aussi que le virus Ebola peut se transmettre par la manipulation d'animaux porteurs du virus. On en a parlé, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Et un traitement ? Pas de traitement, pas de vaccin non plus. Alors, un espoir peut-être en août 2013, donc il y a moins d'1 an, des chercheurs américains ont annoncé qu'ils avaient trouvé un traitement expérimental pour protéger des singes contre le virus après l'apparition des symptômes. Alors, 43% d'entre eux avaient guéri après avoir reçu ce traitement. Un cocktail d'anticorps, donc une façon de protéger le corps contre ce virus qui agresse le système immunitaire. Pour l'heure, les malades doivent être isolés puisque ce vaccin on est au stade seulement expérimental. Donc la clé de la prévention, c'est la prévention. L'OMS guide le gouvernement guinéen donc sur place pour faire face à cette première épidémie d'Ebola en Guinée. C'est la première fois que la Guinée fait face à ce problème. Alors comment faire face à ce problème en Guinée? Écoutez le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la Santé de Guinée, avec l'Organisation mondiale pour la santé et d'autres partenaires, mettent en place toutes les mesures nécessaires pour contenir l'éruption. Cela veut dire préparer des installations d'isolement, retracer les contacts, la gestion des cliniques, le contrôle de l'infection et agrandir des laboratoires afin que nous puissions identifier les différents cas à l'intérieur du pays. La fièvre hémorragique Ebola est caractérisée par une attaque soudaine de fièvre, des poussées de douleurs musculaires dans la gorge, des rougeurs et qui peuvent ensuite entraîner des hémorragies internes. Boaz, est-ce que vous considérez que c'est de la responsabilité de la communauté internationale d'aider l'Afrique de l'Ouest à endiguer cette épidémie ?
Mais évidemment, je ne vais pas être original quand je vais dire qu'aider l'Afrique, c'est aussi aider soi-même. Vous savez, le monde devient de plus en plus petit. Il y a bien sûr des relations. La Guinée, par exemple, vous savez le nombre d'Européens, d'Occidentaux, d'Américains qui travaillent là-bas, qui partent là-bas et qui retournent ensuite chez eux. Et en plus, bien sûr, s'il y a ce côté aussi humanitaire. Bon, concernant ce virus-là de l'Ebola, j'avoue que j'en écoute tout ça et on est un petit peu mal à l'aise. Moi, j'ai un petit peu la nausée ce matin, donc j'espère que c'est soit enceinte, soit l'Ebola. Je préfère la première option, même si les chances sont petites. Mais pour revenir un petit peu à l'Afrique, encore une fois, vous savez, de temps en temps, c'est cyclique. Chaque fois, c'est d'autres virus ou d'autres virus qui reviennent. Malheureusement, encore, la médecine n'a pas encore des solutions pour tout. Évidemment, si on peut aider. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y avait aussi d'autres vagues, d'autres virus. Et vous savez, se souvient très bien. Et on a vu qu'avec l'aide toujours a été assez minime. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire, on parle maintenant de nouveaux virus, mais je crois que l'Afrique est en train, par exemple, le virus du sida, on a vu les ravages. Et encore une fois, l'aide et la coopération est tellement limitée. L'aide et la coopération, en tout cas, pas de traitement, c'est ce qu'on disait, ce qu'on entendait tout à l'heure. Alors sur place en Guinée, on fait très attention surtout aux personnels médicaux parce qu'on pense que c'est eux qui sont maintenant la première menace, c'est eux qui véhiculent le virus, donc ils sont le plus exposés et c'est à eux qu'il faut apprendre à se protéger en fait. Et c'est une des mesures entreprises bien sûr par les autorités sanitaires locales qui sont débordées malgré l'aide de l'OMS. On écoute rapidement le secrétaire général de la santé et de l'hygiène publique. Depuis le 9 février, notre pays est confronté à une maladie fébrile dont l'épicentre se trouve en zone forestière. Le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, a pris les mesures suivantes. Le traitement gratuit de tous les malades dans les centres d'isolement. L'information des populations sur les mesures d'hygiène individuelle et collective. La responsabilisation exclusive du traitement des corps des malades décédés au personnel de santé et à la Croix-Rouge guinéenne pour limiter la contamination. Aux populations, nous demandons de garder le calme et la sérénité. La maladie reste circonscrite et sous contrôle. Voilà. Et on note rapidement, Nathalie, que 5 tonnes de médicaments et d'équipements médicaux ont été envoyés par la France et la Belgique. Voilà, donc l'aide de certains pays européens. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va rester dans le domaine de la santé, lié cette fois-ci à la sécurité. On va parler du plus grand hôpital souterrain du monde. Il se trouve à Haïfa. Il a été créé suite au conflit israélo-libanais de 2006. C'est à suivre dans votre morning. On commence ensemble cette deuxième heure de Morning avec moi sur ce plateau. Cyril Amar, rebonjour, et Sarah Feinberg. Merci à vous d'être venus. On va parler ensemble d'Ukraine et de Russie. Mais tout d'abord, Cyril, c'est l'heure de notre focus du jour. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un hôpital souterrain, le plus grand du monde. Il se trouve sous la ville de Haïfa, un site invulnérable. Oui, vous savez, le traumatisme de la Seconde Guerre du Liban en 2006 est encore vivace dans les esprits des équipes de l'hôpital Rambam. C'est un hôpital donc, qui est à Haïfa, la troisième plus grande ville israélienne, et puisque pendant la guerre du Liban, les équipes avaient dû soigner les malades, mais aussi les blessés de la guerre, sous le feu des missiles du Hezbollah pendant plus de 35 jours. C'est plusieurs dizaines de projectiles qui s'étaient abattus aux alentours de l'hôpital. Alors à l'issue de la guerre, le directeur de l'hôpital, Raphaël Beillard, a juré qu'on n'y reprendrait plus. Il a donc décidé de lancer un vaste chantier, un chantier pharaonique diront certains, pour fortifier cette infrastructure. Objectif, construire le plus grand hôpital souterrain du monde pour assurer des soins normaux dans des situations, Nathalie, qui elles ne le sont pas. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage, on en parle tout de suite après. Juillet 2006. Alors qu'Israël et le Hezbollah s'affrontent dans le cadre de la Seconde Guerre du Liban, l'hôpital Rambam de Haïfa fait face à une nouvelle réalité. Une pluie de missiles s'abat sur la ville et menace de toucher le bâtiment et ses patients. Au moment de l'alerte, pour se protéger, l'équipe a couru vers la cage d'escalier qui se trouvait en dehors du service et les patients ont bien sûr dû rester alités. C'est une situation qui met naturellement très mal à l'aise de devoir, entre guillemets, fuir alors que les malades restent derrière. Mais au même moment, nous n'avons pas d'autre choix.
Quand la guerre s'est achevée, j'ai décidé que l'hôpital ne devait plus se retrouver dans une telle situation, qu'il devait être protégé. Nous avons alors étudié les plans de l'hôpital et nous nous sommes demandé comment nous pourrions fortifier l'infrastructure. L'hôpital fait alors preuve d'imagination. Le parking souterrain qui doit être construit au sous-sol se transformera en hôpital fortifié en cas d'urgence. En octobre 2008, les premiers tracteurs débarquent sur le terrain. Les travaux peuvent commencer. Nous avons dû créer un dispositif capable de fonctionner pendant 72 heures tout en étant déconnecté du reste du monde. Le nouvel hôpital permettra donc aux habitants du nord d'Israël de bénéficier de soins professionnels et dévoués, même dans les situations les plus urgentes. Nos équipes sont fières d'avoir vu ce projet se réaliser après tant d'années. C'est un projet indispensable pour l'hôpital. Voilà, un hôpital qui sera inauguré le 1er avril, d'ici une semaine donc. Et il s'agit d'un hôpital modulable, Cyril. Et oui Nathalie, parce qu'en temps normal, cet hôpital, les niveaux souterrains en tout cas de l'hôpital, font office de parking souterrain. On l'a vu dans le reportage, un parking géant qui peut accueillir 1370 véhicules. Et en 24 heures à peine, ces niveaux souterrains peuvent se transformer en hôpital de guerre en cas d'urgence. Donc ils peuvent se transformer en hôpital fortifié qui peut accueillir 2000 lits. Donc c'est énorme. Et un hôpital qui serait capable donc de résister à n'importe quelle attaque de missile, soit conventionnelle, soit chimique, soit même biologique, et avec une autonomie de 72 heures coupée complètement du reste du monde. Donc il s'agit du plus important chantier jamais réalisé dans le nord d'Israël depuis la création de l'État en 1948. Donc c'est vraiment un chantier pharaonique qui a été mis en place. Vous parlez de pharaonique, comment ça se finance un tel projet? Ça coûte très très cher, hein. Les coûts du projet sont estimés à 450 millions de shekels, soit environ 90 millions d'euros. Alors environ la moitié a été financée par le gouvernement israélien et l'autre moitié, c'est tout simplement dû à la contribution d'un homme d'affaires, contribution généreuse, près de 250 millions de shekels qui ont été donc donnés par Sami Ofer. C'est un homme d'affaires israélien spécialisé dans le trafic maritime. Et voilà, donc on sait qu'en cas de nouvelle attaque, de nouvelles confrontations, d'un nouveau cycle de violence avec le Hezbollah, tous les chefs d'état-major israéliens qui se sont succédés depuis 2006 le disent, en cas de nouvelle attaque, il y aura plusieurs centaines de missiles sur la ville de Rafah, si ce n'est pas des milliers. Donc on comprend mieux avec ces chiffres-là pourquoi et l'hôpital et le gouvernement israélien ont fait de ce chantier donc une priorité nationale. Voilà, prévenir pour mieux guérir. Merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous ce matin. Mercredi 26 mars, un rapide rappel des titres tout de suite. Changement de cap pour John Kerry, arrivé en Italie hier soir. Le secrétaire d'État américain s'envole ce matin pour la Jordanie. Il doit rencontrer Mahmoud Abbas à Amman pour tenter d'éviter une rupture des négociations. Kerry qui aura également un entretien téléphonique ou par vidéoconférence avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À Kiev, le Parlement ukrainien a dû s'y prendre à 2 reprises pour approuver la démission présentée par le ministre de la Défense, Igor Tenyuk. Il a nommé à sa place le général Mikhailo Koval, brièvement détenu en Crimée début mars par les forces pro-russes. Hier soir, les Russes ont pris le contrôle du dernier navire battant encore pavillon ukrainien dans la région. Le dragueur de mine Tcherkassy, l'assaut n'a pas fait de blessés. Et puis avion de la Malaysia Airlines disparu, c'est une véritable course contre la montre qui a commencé pour les enquêteurs. L'urgence est à présent de retrouver les boîtes noires. Le temps presse puisque dans 15 jours, elles n'émettront plus aucun signal sonore. Un véritable compte à rebours donc qui a commencé, d'autant plus que l'ouragan tropical Gillian pourrait compliquer les recherches. Voilà donc pour l'essentiel des titres. On s'attarde à présent sur l'Ukraine. L'Ukraine qui a subi le contre-coup politique de la sécession de la Crimée. Le ministre de la Défense ukrainien qui a été contraint de démissionner. Beaucoup d'Ukrainiens s'indignent de l'inaction du gouvernement face au coup de force russe en Crimée. On va faire le point en images. On en reparle juste après. L'Ukraine vit la perte de la Crimée comme une humiliation infligée par les Russes. C'est en tout cas dans ces termes que s'est exprimé Igor Tenyuk, le ministre de la Défense. Un affront qui l'a poussé à la démission ce mardi. Une démission approuvée par 228 députés lors d'une séance du Parlement ukrainien. L'ex-ministre a rappelé à la presse l'attachement de l'Ukraine pour la Crimée.
La Crimée a toujours été et restera un territoire ukrainien. Le monde entier fera en sorte que cette crise s'arrête dans la paix et dans la diplomatie, mais nos militaires sont prêts à agir si nécessaire. Lors de cette même séance parlementaire, les députés ont approuvé la nomination de son remplaçant, Mikhailo Koval, un général ukrainien qui a été à la tête des gardes frontières en Crimée, reconnu pour son travail de terrain dans l'armée. Je comprends parfaitement la responsabilité et l'entière confiance que vous m'apportez au nom du peuple ukrainien. Je suis un soldat professionnel, je connais l'art militaire et je l'aime beaucoup. J'aime ma mère patrie, l'Ukraine. La Russie considère d'ores et déjà la Crimée comme partie intégrante de son territoire. Les sites de la présidence et du Conseil russe ont inclus la péninsule sur la carte officielle de la Fédération de Russie. Sur le terrain, les forces russes occupent depuis 3 semaines la péninsule et les tensions en Ukraine s'amplifient. Dans la nuit, un nationaliste d'extrême droite a été abattu par la police qui tentait de l'interpeller. Lundi, le président par intérim Oleksandr Turchinov a annoncé le retrait des troupes de Crimée et leur redéploiement dans le reste du pays. Et on en reparle donc avec Sarah Feinberg. Rebonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes chercheur à l'INSS, un centre d'études stratégiques à Tel Aviv. Et vous avez aussi publié il y a peu ce livre aux éditions Fayard, Les discriminés au cœur des discriminations, les Juifs en Union soviétique. On va reparler avec vous de la Crimée, plus tard également de l'Ukraine de façon plus générale et de la Russie. Depuis hier, on affirme haut et fort que à Sébastopol, la révolution est terminée. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop vite tourné cette page de l'histoire en Crimée ? Si vous voulez, l'ironie de l'histoire, c'est que la seule population autochtone de la Crimée, qui sont en fait les Tatars de Crimée, donc cette minorité musulmane qui représente 13% de la population de la péninsule, va se retrouver mise en état d'ennemi intérieur, va se retrouver étrangère à ce projet de rattachement de la Crimée à la Russie. Comme vous savez, le chef spirituel des Tatars de Crimée, Mustafa Djamiliev, est interdit d'entrer sur cette terre. Et ces Tatars qui ont été déportés par Staline les 18 et 20 mai 1944 n'ont pu revenir qu'à la fin de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, 23 ans après, les voilà à nouveau mis sur la touche. Donc là, effectivement, on tourne une histoire et on ouvre une nouvelle histoire compliquée pour cette population autochtone de la Crimée. Est-ce que vous avez le sentiment que lors de cette nouvelle page d'histoire, justement, parler d'alliances diplomatiques, et finalement, elles ne servent pas à grand-chose, puisque l'Ukraine, c'était il y a peu l'ami de tout le monde, qui n'a été aidé finalement par personne? Bon, effectivement, cette affaire de la crise ukrainienne a été la crise la plus grave qu'ait vécue le Pentagone, les États-Unis et l'Union européenne dans les dernières années. Lundi, au sommet de l'Haye, comme vous savez, le G7, donc composé de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis et du Japon, ont exclu la Russie. La Russie était entrée dans le G8 en 1998 et la voilà exclue de ce club des grandes nations. Mais quelles vont véritablement en être les conséquences? Poutine dit qu'il s'en moque. Son indéboulonnable ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, également. Les seules sanctions qui pourraient changer peut-être la donne seraient des sanctions financières, économiques, massives, introduites par les États-Unis. Obama y a fait allusion en début de semaine. Très timidement, personne n'est prêt à vraiment se mouiller dans cette affaire des sanctions. Les Allemands, et le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est extrêmement divisée dans sa relation au dossier ukrainien. Comme vous savez, les pays baltes et la Pologne ont été les plus actifs dans cette histoire. Les Polonais ont déjà déployé 7000 réservistes en cas de conflit avec Moscou, en cas d'escalade des violences, et eux se trouvent extrêmement pro-Maïdan, pro-ukrainien. En Europe de l'Ouest, on a des positions plus mitigées, notamment mitigées parce qu'on n'a pas la capacité financière de soutenir l'Ukraine. L'Allemagne dépend à 60% du gaz russe. Comme vous savez, l'Union européenne dépend à 30% du gaz naturel russe. Et avant que l'Allemagne et les Européens
naît des sources alternatives, notamment américaines, puisque l'Amérique est le premier producteur mondial de gaz naturel, venant avant les Russes. Ils vont être mitigés et assez timides. On l'a vu précédemment, c'est ce qui s'est passé en Géorgie à l'été 2008. Mais en gros, ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est que personne ne peut rien contre Poutine. Le problème de la Russie, c'est que c'est à la fois une superpuissance et un château de sable. Personne ne peut rien parce que Poutine, au moment où les Américains étaient occupés en Irak et en Afghanistan, a avancé ses pions en Asie centrale, dans tout l'espace ex-soviétique, mais aussi en Syrie et en Iran, où il ne peut pas changer la donne, mais il a les règles du jeu. Et ça, il le sait très bien. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a bloqué les États-Unis et l'Union européenne, et alors que c'est une puissance économiquement faible et qui n'est pas soutenable dans l'avenir à cause d'une démographie catastrophique, des pratiques politiques qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas durables, aujourd'hui la Russie a réussi à avoir la part du lion et à bloquer un certain nombre de dossiers, notamment au Moyen-Orient. Alors justement, on a le sentiment, et on en parle beaucoup, que tout se joue en ce moment entre d'une part les États-Unis, de l'autre la Russie. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Alors, il y a un autre acteur qui est très important et qu'on ne voit pas beaucoup, et c'est la Chine. Et en réalité, dans cette affaire ukrainienne, à la fois la Russie et aussi les États-Unis courtisent cette puissance montante qui est la Chine. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine, il essaie de garder un maximum de ce qu'il peut garder du territoire ukrainien afin de créer cette immense union eurasiatique qui irait en gros des régions occidentales de la Russie à l'extrême-orient russe et se rapprocher ou avoir une influence plus grande sur la Chine. Les Russes ont très peur des Chinois, notamment parce que les Chinois ont une présence démographique très forte en extrême-orient russe. Et un jour, les Chinois pourraient faire ce que les Russes viennent de faire en Crimée en disant « Écoutez, démographiquement, nous sommes plus nombreux que vous. Cette partie sera rattachée à la Chine. » Les États-Unis, maintenant, sont en train de redéployer leurs forces militaires, surtout militaires et économiques, en Chine et en Asie du Sud-Est, parce qu'ils comprennent que l'avenir pour eux est là. Alors justement, vous parliez de la Crimée, c'était la première cible de Poutine en Ukraine. Est-ce que la deuxième, c'est la Transnistrie ? On en parle beaucoup en ce moment. Alors, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de caricatures qui montrent que Poutine mange la Crimée en entrée et puis la Transnistrie, c'est le dessert. Comme vous le savez, la Moldavie veut faire partie de l'Union européenne, s'est rapprochée de l'OTAN. Et Poutine, son arme contre tous ces petits pays comme la Géorgie, la Moldavie, qui veulent tomber dans le camp de l'OTAN. L'OTAN est le plus grand ennemi de la Russie. Et de soutenir des mouvements séparatistes, irrédentistes, donc l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en Géorgie, et la Transnistrie, donc composée dans une part assez importante de Russes ethniques aux abords à la frontière moldave. Justement, Sarah, on a le sentiment quand vous parlez, et on le sait, l'histoire de l'Ukraine, elle est largement liée à la Russie. Est-ce que c'est pas un peu trop facile de croire que tout va se régler avec des accords et à coup d'injection de la part de l'Union européenne notamment ? La situation est grave en Ukraine et tous les scénarios sont possibles. Il est possible aussi que Poutine intervienne dans les régions orientales de l'Ukraine et finisse par recréer les frontières d'avant 1939-1940, avant le pacte Molotov-Ribbentrop, et divise une Ukraine entre une Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de l'Est. Donc tous les scénarios sont possibles. Ouvert. Merci beaucoup Sarah Feinberg d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous à suivre Culture Média dans notre dernière partie de Morning. Alice en Arabie, une série qui fait beaucoup de bruit, un remake de Disney jugé raciste et islamophobe. C'est à suivre dans le Morning. Dernière partie de votre morning sur i24 News. Merci à vous de nous rejoindre avec moi sur ce plateau. Virginie Khalifa, bonjour, honneur aux dames, et merci. Rudy Saada, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la revue du web. Et on commence, Rudy, avec cette véritable course contre la montre qui s'est engagée pour retrouver les boîtes noires du Boeing de la Malaysian Airlines. Oui, alors donc c'est désormais une certitude. L'avion s'est bel et bien abîmé dans l'océan Indien. Les internautes suivent la course contre la montre, vous l'avez dit, qui s'est engagée pour retrouver les boîtes noires du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Alors il reste désormais 2 semaines pour capter les signaux de la balise des boîtes noires qui commencent à émettre pour 30 jours à partir du moment où elles rentrent en contact avec l'eau et
cela s'annonce très compliqué. Regardez cette infographie, beaucoup partagée. Elle a été publiée à la base par l'agence Reuters et elle compare en fait les recherches qui sont en cours avec celles qui avaient mené à la découverte de l'épave du vol Rio-Paris. On apprend que si les premiers débris avaient été découverts seulement 6 jours après, il aura fallu 23 mois pour retrouver l'épave et 5 campagnes successives avec des drones marins à moins 3600 mètres. Et cette infographie, elle fait prendre conscience de l'immense tâche à accomplir pour les enquêteurs. Comme le dit le tweetos Ben Sadik, une aiguille dans une botte de foin, une phrase beaucoup récupérée sur Internet. Cette botte de foin, la voici pour se rendre compte de cette image de l'océan Indien, voilà, tweetée par Alexis Delancey. Voilà où les enquêteurs vont devoir chercher et éventuellement trouver. Ouais, c'est là qu'on se rend compte de la difficulté technique. Et pourtant, si la localisation a été possible, c'est bien grâce à une prouesse technique, justement. Oui, alors on parle beaucoup sur Internet du tour de force, véritable tour de force d'Inmarsat. Alors c'est une société de satellites britannique qui a permis de retracer le scénario du vol MH370. Alors c'est un mélange de chance et aussi de calculs très savants. En fait, l'antenne du satellite du Boeing a continué à envoyer toutes les heures des signaux de routine qui ont été captés par des satellites donc de cette entreprise Inmarsat, et les enquêteurs ont analysé les temps de trajet de ces brefs signaux. Ils ont calculé la distance entre l'avion et le satellite qui était situé au-dessus de l'équateur. Conclusion, l'avion donc avait bien volé 5 heures avant de s'abîmer dans l'océan Indien. Alors pour éviter cette débauche d'énergie et tous ces questionnements, beaucoup d'internautes ont retweeté cet article de Gizmodo dans lequel les spécialistes du transport aérien plaident pour un nouveau type de boîte noire qui enverrait des données sur le cloud à un intervalle régulier, c'est-à-dire à peu près une fois toutes les 15 minutes. Alors le cloud, vous allez me demander ce que c'est. On l'utilise en fait tous les jours. C'est le nuage virtuel dans lequel on stocke nos mails, nos vidéos. Donc pourquoi pas envoyer automatiquement de temps en temps les données pour éviter de telles recherches. Et derrière toutes ces questions techniques, il y a évidemment un drame. Les internautes n'oublient pas de rendre hommage aux victimes et partagent des images. Et surtout cette image où les proches parlent de chacun d'entre eux pour leur rendre hommage, donc ce matin encore. Mais c'est vrai que cette option du cloud, c'est une option une piste à fouiller, parce que ça a été, on a beaucoup parlé de ces boîtes noires qu'il fallait un petit peu moderniser, disons. Oui, en fait, envoyer toutes les données en temps réel prendrait énormément d'espace et serait quasiment techniquement impossible et coûterait très très cher. Par contre, une fois... trafic aérien également. Exactement, mais une fois toutes les 15 ou 20 minutes, ça c'est beaucoup plus possible et envisageable. Ok, on va parler à présent de l'actu éco et Internet du jour. C'est l'annonce hier dans la soirée d'une nouvelle acquisition pour le géant Facebook. L'annonce, elle est venue directement du compte Facebook du patron du réseau social, Mark Zuckerberg. Alors, Facebook s'offre Oculus. C'est quoi? C'est une start-up spécialisée dans le développement de lunettes à réalité augmentée. Le montant de la transaction s'élève à seulement 2 milliards de dollars, une broutille, donc 400 millions en cash. Alors en un mot, la réalité augmentée, c'est de rajouter du virtuel dans le réel. C'est un vieux fantasme des fans de science-fiction, mais la technologie progresse et donc Mark Zuckerberg a misé dessus. Et pourquoi? Ça ressemble vraiment à un jeu vidéo. Pourquoi Zuckerberg a décidé? Alors effectivement, c'est plus les fans des jeux vidéo qui utilisent cette réalité augmentée, mais Facebook voit plus loin que le jeu vidéo. Et d'ailleurs, dans cette déclaration, il dit, Mark Zuckerberg, le mobile est la plateforme d'aujourd'hui, mais nous voulons aussi être présents pour les plateformes de demain. En clair, il s'agirait d'exporter Facebook dans la réalité augmentée. En clair, de voir vos amis. Beaucoup de réactions sur le net. Christophe Molinari, par exemple, pense qu'on va bientôt justement voir ses amis en réalité augmentée et évoque la fièvre acheteuse de Facebook. Et puis pour Vincent Glade, le journaliste qui est spécialiste d'Internet, les 2 milliards de dollars se justifient par le fait que Facebook, alors donc là on voit le tweet de Christophe Molinari, et puis pour Vincent Glade, les 2 milliards se justifient par le fait que Facebook rêve de faire le coup qu'avait fait Google en rachetant Android en 2005. C'est d'ailleurs en fait la première fois que Facebook investit sur ce qu'on appelle, alors là c'est très geek, mais du hardware, c'est-à-dire plutôt un objet plutôt que du software, c'est-à-dire un logiciel ou une application. Donc c'est une grande nouveauté, donc en rachetant cette technologie qui sera prête d'ici quelques années. On n'en est encore qu'à l'état de prototype. Au balbutiement, la réalité augmentée. On parle à présent d'une campagne Internet plutôt spontanée pour lutter contre le cancer du sein et qui, contre toute attente, a apporté une somme pharaonique. On parle de 10 millions d'euros.
Oui, 10 millions d'euros, le selfie peut en effet être utile de temps en temps, c'est la belle histoire du jour. Elle nous vient d'Angleterre, à la base c'est l'association Cancer Research UK. Ils ont demandé aux internautes de poster des selfies sans maquillage sur Twitter, accompagnés du hashtag #NoMakeupSelfie. À chaque envoi, elle promettait un don de 3 livres à l'association. L'effet a été immédiat, au bout d'une journée, c'est 1 million d'euros qui ont été récoltés pour cette association. Et puis les stars comme Rihanna, Beyoncé ou encore Virginie Khalifa ont emboîté le pas et ont rejoint cette campagne spontanée. Mardi, on atteignait 8 millions de livres. Non, je vous aurais pas fait ça. 8 millions de livres, soit 10 millions d'euros. Donc, je vous invite à prendre... Rudy, voilà. la part à la campagne No Makeup Selfie, et je vous rassure, moi qui ai la chance de voir Nathalie et Virginie avant l'émission sans maquillage, elles sont toujours aussi rayonnantes. Voilà, quel gentleman, on va dire ça comme ouais, ça. Je me rattrape de ce que je viens de dire 10 secondes avant. On reste en images sur Instagram, cette fois avec celui qui a été désigné, attention, l'homme le plus intéressant d'Internet. Oui, en tout cas, c'est ce qu'a... Non, pas du tout. C'est ce qu'a déclaré le site américain BuzzFeed. Alors pour moi, il s'agit plutôt de l'homme le plus bling-bling du net. Il s'appelle Dan Bilzerian. C'est un joueur de poker très talentueux. Il a seulement 33 ans. Son succès lui a apporté une certaine richesse. Et donc le Huffington Post nous raconte que son loisir préféré est devenu de partager son train de vie princier avec les internautes. Problème, ses centres d'intérêt sont finalement très limités et tournent souvent au ridicule, voire au kitschissime. Alors on va commencer en toute simplicité avec ces photos de liasses de dollars. Je ne sais pas si on va les voir, comme ça on aura compris le message. Ah oui, alors là non, là on voit Dan en version romantique avec ses amis qui nous dessinent un cœur. Alors il aime célébrer l'amour avec ses amis, mais Dan c'est surtout un apôtre du bon goût, comme en témoigne cette photo de son lit entre draps en satin, chat persan, peinture représentant une chèvre et last but not least, une arme à feu au-dessus de son lit. Alors je vous passe les dizaines de photos de voitures de sport et autres grosses cylindrées, il y en a vraiment des dizaines, mais Dan Bilzerian, c'est aussi un corps d'Apollon qui scute jour après jour en espérant sur ce selfie qu'il n'a pas oublié son short. Et puis pour finir, toujours torse nu, on termine avec voilà, ce petit dîner intimiste où on reconnaît Virginie Khalifa au 7e rang. Merci Rudy, merci pour non. Voilà. Merci beaucoup Rudy pour 640 000 abonnés sur Instagram et 93 000 followers sur Twitter quand même. Voilà, l'homme le plus intéressant d'Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas du tout d'accord. Non, vous n'êtes pas intéressé. Je m'abstiens de tout commentaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Rudy. On va évoquer à présent, si vous le voulez bien, un quartier emblématique de Jérusalem. Son nom, c'est Mousracha et c'est le symbole d'une cohabitation possible entre juifs et arabes. Il est aussi le quartier où beaucoup de juifs séfarades se sont installés à leur arrivée en Israël. Reportage. Sous son air de quartier tranquille de Jérusalem, le quartier de Mousracha est loin d'être un quartier comme un autre. Son architecture, héritée du style arabe du 19e siècle, regorge de grandes maisons de pierre, dont certaines sont le refuge aujourd'hui d'une vie artistique et culturelle en plein essor. Écoles d'art, associations et galeries font aujourd'hui partie de la vie de ce quartier. Je trouve que c'est un endroit où il y a une ambiance très particulière, avec des communautés très différentes qui cohabitent. C'est proche du centre et en même temps c'est proche aussi de Jérusalem-Est. Donc je trouve qu'ici on est un peu sur une plaque tournante assez intéressante et il y a une ambiance un peu artistique et relax aussi. Longtemps, Mousracha a abrité les dernières maisons israéliennes avant la frontière avec la Jordanie, jusqu'en 1967. Aujourd'hui, il est à la limite entre les quartiers arabes de la vieille ville de Jérusalem et les quartiers plus récents des communautés juives et ultra-orthodoxes. Comme un carrefour entre deux peuples, Mousracha est un exemple de diversité et de mixité assez atypique. Je pense que la caractéristique principale de Moussacha est son emplacement entre l'Orient et l'Occident. Cela lui donne une caractéristique particulière qui le situe entre arabes et juifs. On voit beaucoup de monde passer de l'ouest à l'est, qui vont en vieille ville prier par exemple, et beaucoup de monde passe de l'est à l'ouest pour travailler ou faire du shopping. Si aujourd'hui la cohabitation semble aisée, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 50 et 60, Mousracha était un quartier défavorisé qui souffrait d'une mauvaise réputation. Les communautés juives issues d'Afrique du Nord, les Mizrahim, y étaient logées dans des conditions difficiles.
En 1971, après la venue d'Angela Davis à Jérusalem, un groupe de militants de Moussrara luttant contre les discriminations subies par les Juifs d'Afrique du Nord s'est rebaptisé Black Panthers. C'est donc dans ce quartier qu'est né ce mouvement qui s'identifiait aux Black Panthers des États-Unis. Et les habitants s'en souviennent encore. Nous avons été placés dans des logements, dans de rudes conditions. C'était une période difficile. Depuis, j'habite à Moussrara et j'ai grandi à Moussrara. J'ai vécu l'époque des Black Panthers. Un groupe de chez nous a pris les choses en main et a défié le système à cette époque. Le mouvement des Black Panthers a été balayé des priorités de l'époque par la guerre de Kippour. Il posait ce qu'on appelait la question orientale, une question toujours en suspens, même dans le paisible quartier de Moussrara. Et voilà, nous tournons à présent vers vous, Virginie. Vous nous parlez aujourd'hui d'une nouvelle série lancée aux États-Unis, une série sous le feu des critiques. Et oui, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, puisque la chaîne américaine ABC Family a annoncé la semaine dernière la diffusion d'Alice en Arabie. Un titre et surtout un synopsis qui ont déclenché l'indignation de certains internautes et d'associations qui ont jugé que ce remake de Disney est raciste et islamophobe. Et ça a été tellement loin que quelques jours après avoir obtenu l'autorisation de la diffusion de la série, la chaîne a dû faire marche arrière. Alors pourquoi ? De quoi ça parle exactement ? Alors Alice en Arabie ne parle pas de Rudy, mais plutôt de l'histoire d'une jeune américaine qui, après avoir perdu ses parents, se fait enlever par les membres de sa famille en Arabie Saoudite. Et puis en découlent plusieurs aventures dramatiques. Là-bas, Alice se trouve étrangère, elle découvre un nouveau monde qui finalement l'intrigue et suscite sa curiosité. Elle est surprise par les gens qu'elle rencontre et puis leur vision du monde qui n'a rien à voir avec la sienne. Alors prisonnière dans l'enceinte royale de son grand-père, Alice doit faire preuve de bon sens et puis elle se cache derrière son voile et dans cette prison dorée et fait tout pour pouvoir finalement rentrer chez elle. Et c'est ce script-là donc qui n'a pas plu à tout le monde. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Abed Ayoub est le directeur du comité américano-arabe contre la discrimination. Il a déclaré au site BuzzFeed la semaine dernière que les Arabes sont toujours représentés comme un des 3B, billionnaires, belly dancers ou bombers, donc milliardaires, danseurs de ventre ou poseurs de bombes. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi volontairement nuisible, c'est ce qu'il dit, et les internautes réagissent sur Twitter. Je vous ai piqué votre partie de Twitter, Rudy, avec Khaled Bey qui dit que la représentation hollywoodienne des musulmans, ce sont soit des terroristes, soit des femmes opprimées, soit des immigrés racistes, soit des cheikhs de pétrole, ou encore des fanatiques religieux. Alors un hashtag, vous avez dû le voir souvent sur Internet, qui tourne beaucoup en ce moment sur la toile, c'est Alice in Arabia, qui a été lancé sur Twitter par un écrivain pakistano-américain. C'est une femme, son nom c'est Aisha Saïd, et il a été repris par des centaines d'internautes. Alors que certains considèrent que cette série ne fait que renforcer les stéréotypes selon lesquels les Arabes et musulmans riment avec danger et terrorisme, d'autres dénoncent le fait que l'héroïne soit obligée de survivre derrière le voile. Et là, les femmes réagissent sur Internet et sur Twitter. D'ailleurs, Samia est indignée. On va voir son tweet tout de suite. Elle dit « En survivant derrière le voile, c'est pas normal, le voile n'est pas un bloc de barres de prison. Stop !» Le voile, nous on l'aime, on le porte et on en est fiers. Ouais, donc beaucoup de réactions de toutes les franges de la société. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette série ? Alors son nom c'est Brooke Eichmeyer, c'est une ancienne linguiste cryptologue en langue arabe qui a travaillé pour l'armée américaine et qui a été entraînée pour participer à des missions de la NSA au Moyen-Orient. Alors c'est une chose qui a mis le feu à la toile, mais Brooke, elle ne se laisse pas faire, elle répond face aux critiques et sur Facebook. Vous faites des suppositions et déversez de la haine à propos de quelque chose dont vous ne connaissez même pas les détails, ce qui est exactement le genre de comportement que je dénonce, donc qu'elle dénonce. Ouvrez vos esprits et vos cœurs, s'il vous plaît. Cette série a pour but de donner une voix aux Arabes et aux musulmans sur la télé américaine. Ses intentions sont nobles. Alors, ça a été critiqué, beaucoup critiqué dans le monde. Il y en a certains pour qui, effectivement, ce que dit Brooke est tout à fait vrai, que justement, on laisse de la place aux Arabes, aux États-Unis. Bref, c'est toute plein de quiproquos, ça part dans tous les sens. Et du coup, Alice ne verra finalement pas le jour. À cause des réactions qu'elle a provoquées ? À cause des réactions qu'elle a provoquées, entre autres, et aussi par rapport à cette lettre qui a été écrite par le Conseil des relations américano-islamiques, qui était inquiet de l'impact
négatifs de ce programme qui pourraient avoir des impacts aussi sur la vie des Arabo-Américains ou alors tout simplement des musulmans qui vivent aux États-Unis. Merci beaucoup Virginie, en tout cas de nous en avoir parlé ce matin. Merci à vous Rudy, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont réalisé cette émission. C'est la fin de ce morning. Prochain journal sur i24 News à suivre dans quelques instants. Restez à l'écoute.